Alors, bonsoir et bienvenue sur ce nouveau webinaire qui va cette fois j'avais décidé de parler des problèmes de couple par rapport aux mensonges. Alors, dans ce webinaire, nous allons déjà un petit peu parler du principe des mensonges, des secrets, parce que c'est aussi un secret, ça peut être aussi un mensonge, parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas. C'est un mensonge par omission, en théorie. Et quelle influence est-ce que cela a sur le couple? Et puis, en fin de compte, est-ce qu'il y a des mensonges, en fin de compte, qu'il vaut mieux avoir ou pas? Alors, c'est le sujet du webinaire de ce soir. Alors, avant tout, nous n'allons pas parler vraiment de ce qu'on appelle en danois, ce qu'on appelle le mensonge blanc, Villeløgn. Je crois que c'est aussi comme ça en anglais, white lie. En français, je crois qu'on appelle ça le pieux mensonge. Et c'est les petits mensonges qu'on fait un petit peu tous les jours. On vous offre un cadeau dont vous avez horreur et vous dites merci, oh c'est joli, je vais le porter tous les dimanches. Vous faites un compliment à quelqu'un qui vous pensez en fin de compte pas faire un compliment, enfin pour être poli, vous dites ça va bien quand on vous demande comment ça va, alors qu'en fin de compte ça va mal parce que vous avez d'autres raisons. Bref, on peut avoir plein de raisons pour faire ces petits pieux mensonges, et dans ce cas-là, c'est pas trop ce genre de mensonge dont je veux parler, parce que même si en fin de compte, on n'a pas besoin de ces mensonges dans le couple, dans la vie de couple. Ça peut être quelque chose qui peut aider la vie de couple. Par exemple, beaucoup d'hommes, je suis désolé de le dire, étant homme moi-même, enfin la dernière fois que j'ai regardé, beaucoup d'hommes ont un peu le complexe de « regarde maman sans les mains ». Et puis, ils aiment bien que leurs femmes leur disent « oui, c'est vrai, t'es fort » ou « oui, c'est vrai, t'es génial » ou etc. Et même si vous ne le pensez pas, ça nous fait plaisir. Et de cette même façon, tu me trouves trop grosse? Non, ma chérie, tu as exactement la taille que j'aime. Oui, mais enfin, ce que tu me trouves trop grosse, ça, c'est la question piège. Bref, tous ces pieux mensonges, même s'ils sont pas toujours très honnêtes, ce n'est pas vraiment ce qui peut mettre la vie de couple en danger. Ou alors, c'est parce qu'on a trop de sensibilité, et dans ce cas-là, c'est vrai, il faut travailler sur sa hypersensibilité. Je ne vais pas non plus parler des mythomanes, ou des sociopathes, ou des manipulateurs de toutes sortes, pour qui le mensonge est une façon de vivre, une façon de voir les choses, une façon d'agir, ce qui fait qu'à partir du moment où vous entrez dans ce genre de relation, de toute façon, vous allez tomber sur une personne qui va vous mentir, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Il y a plus d'hommes chez les sociopathes et il y a plus de femmes chez les mythomanes. Mais de toute façon, ce n'est pas du tout de ce genre de personnes dont je veux parler. Je veux parler des couples là où l'un des deux a une tendance à mentir peut-être un petit peu beaucoup, ou dans certaines situations. Et est-ce que c'est que l'on parle de mensonges par omission en ne donnant pas certains secrets, en ne donnant pas certaines explications, ou alors en mentant franchement? Est-ce que c'est un problème pour le couple ou pas? Alors, la réponse courte, c'est oui. C'est un problème pour le couple. À la fin de ce webinaire, je vais parler de ce principe de jardin secret et de diverses possibilités. Mais en règle générale, on dira que le mensonge dans le couple, ça va poser problème et ça va faire des dégâts. Beaucoup de dégâts. Sur ces dégâts, il y en a 8. Il y a 8 dégâts très importants desquels je veux parler. Et il y a Philippe qui me demande « Est-il vrai que les femmes mentent beaucoup plus que les hommes, selon ce que j'ai souvent entendu dire ?» D'après les études qui ont été faites, parce que oui, il y a des études qui ont été faites là-dessus, non. Les femmes ne mentent pas plus que les hommes, mais
il est vrai qu'il peut y avoir plus de pieux mensonges du côté des femmes, par exemple par rapport à leur âge, leur couleur de leurs cheveux. Par exemple, les femmes qui sont naturellement blondes, qui ont une tendance à rester blondes jusqu'à l'âge de 60 ans, alors qu'en fin de compte, les cheveux brunissent avec l'âge, et elles vous diront bien entendu qu'elles ne font pas de décoloration. Donc, à propos de ces pieux mensonges, oui, il y en a plus du côté des femmes, parce que du point de vue social, du point de vue de la société, on attend des femmes certaines choses, certaines réponses, un certain stéréotype. Et pour pouvoir répondre à ce stéréotype que nous avons, nous les hommes, donné, eh ben, elles sont de temps à autre obligées de mentir. Donc sur ce point, elles ont plus de pieux mensonges. Mais sur ce qui est des mensonges plus importants, non, il n'y a pas de différence, non, pas d'après les études. D'ailleurs, je vais parler d'une étude à propos des mensonges et de la santé un petit peu plus loin dans ce webinaire qui rejoint un petit peu votre question. Le problème numéro 1 de ces 8 gros problèmes du mensonge dans le couple, c'est qu'ils vont bloquer l'intimité avec le partenaire. Lorsque l'on est en couple, lorsque l'on est en intimité, on est proche l'un de l'autre. Enfin, on devrait être proche l'un de l'autre. Ce qui veut dire que certaines défenses que l'on a par rapport aux autres, par rapport lorsqu'on est dans la vie active, lorsqu'on est au travail ou avec des amis, on a tous une petite carapace ou une petite... Enfin, on ne dit pas tout à nos amis, on ne dit pas tout à nos collègues de travail. La personne avec qui on dit tout, c'est la personne avec qui on est intime, c'est la personne qui peut vous prendre dans ses bras et vous consoler, c'est la personne avec qui vous pouvez être faible, c'est la personne avec qui vous pouvez être vous-même. S'il y a un problème de mensonge, si on commence à mentir sur certaines choses, on va mettre une certaine distance avec le partenaire et en fin de compte, on va devenir moins intime avec ce partenaire. Ce qui veut dire que, pour messieurs comme pour mesdames, on ne va pas pouvoir vraiment, en bonne conscience, pouvoir se blottir dans ses bras ou pouvoir se sentir bien dans ses bras ou pouvoir être vraiment intime en sachant que, quelque part, on a fait quelque chose qui n'était pas tout à fait légal, qui n'était pas tout à fait bien, qu'on a un secret et que on ne peut pas lui dire ou on ne veut pas lui dire. Et donc, ça fait qu'on va commencer à mettre une distance. À partir du moment où on n'ose pas dire tout, on met une distance. Si je ne dis pas tout à telle et telle personne, je vais mettre une distance par rapport à cette personne. Et une fois qu'on a commencé à mettre une distance, la distance risque de devenir de plus en plus grande. Ce qui, dans la vie de couple, peut être un signe en fin de compte, d'aller sur la mauvaise voie. Point numéro 2, les mensonges vont mener à d'autres mensonges. Et ça peut être difficile de s'en souvenir. Parce que, une fois qu'on a balancé un mensonge, pour une raison ou pour une autre, si un peu plus tard, il y a d'autres... Enfin, je veux dire, si votre partenaire vous connaît bien, et il ou elle va, par exemple, remarquer certaines choses et va commencer à vous poser des questions. Donc, vous allez mentir sur ces questions. Et puis après, il va falloir mentir sur d'autres. Et après, il va falloir mentir sur d'autres. Et après, qu'est-ce qu'on a dit et ça commence à devenir compliqué. Et vous allez vous recouper. Et en fin de compte, du point de vue moral et du point de vue personnel, on se sent un petit peu plus déphasé, un peu plus désaxé, et on s'y retrouve plus trop. Sur le point de vue personnel, sur le point de vue psychologique de la personne qui est en train de mentir, c'est en fin de compte très déstabilisant, parce que là encore, je ne parle pas d'un mythomane ou d'une personne qui ment comme il respire et qui en a rien à foutre. Je parle d'une personne tout à fait normale qui commence à mentir pour une raison ou pour une autre, et qui tout d'un coup est prise dans son mensonge,
et est obligé d'inventer de plus en plus de mensonges pour réparer les mensonges et les trous qu'il y a dans son premier mensonge et après les trous qu'il y a dans le deuxième. Et en fin de compte, on se sent pas très bien dans tout ça. Donc, point de vue émotionnel, on est très déstabilisé. Donc, pour le menteur, ou pour la personne qui occasionnellement mente pour une raison ou pour une autre dans le couple, c'est en fin de compte quelque chose qui commence à stresser la personne. Et ça, c'est généralement un très mauvais signe. Parce qu'on arrive au point numéro 3, à partir du moment où on est dans une situation intime avec son partenaire, à partir du moment où on commence à se rapprocher, que ce soit un moment romantique ou ce que vous voulez, eh ben on va culpabiliser. Parce qu'on va se dire, ah, merde, en fin de compte, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je lui ai menti, etc. Bref, un petit peu comme dans le premier point que j'ai dit, cela empêche l'intimité, justement parce qu'on culpabilise, on se sent mal et on stresse intérieurement. Donc, la personne à qui on ment se sent mal parce que elle va se poser des questions, elle va se demander mais pourquoi est-ce qu'il ou elle fait ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait de mal, mais comment ça va, est-ce que tu as des problèmes, c'est ton travail, etc. Et puis nous, on ne peut pas lui dire. Et donc on entre dans un espèce de spirale infernale. On est obligé de donner encore plus de mensonges, et ce qui fait qu'on culpabilise encore plus, parce qu'on se dit, et en plus, il ou elle s'inquiète de moi, et là je suis en train de lui mentir. Enfin bref. Donc vous entrez dans une culpabilité, dans une spirale infernale qui fait qu'on se sent très mal. Pour rajouter encore pourra-t-on dire, une pierre à l'édifice, le point numéro 4, c'est que, qu'on le veuille ou non, en tout cas dans le monde dans lequel la plupart d'entre nous vivons, l'honnêteté est considérée comme une norme, c'est considéré comme une norme morale. Je pense que, maintenant j'ai vécu dans pas mal de pays, j'ai beaucoup voyagé, et même si on peut dire que les règles peuvent être différentes de pays en pays sur beaucoup de choses. Par exemple, il y a certains pays où on considère que les hommes ont une tendance à être un petit peu volages, donc il y a une certaine infidélité, et ça on s'y attend. Mais on s'attend aussi à ce qu'ils le fassent discrètement, et tout le monde le sait, et personne n'en parle, et puis voilà. Mais vu de leur point de vue, c'est toujours considéré comme une forme d'honnêteté, parce que c'est quelque chose qui est accepté dans la société qui les entoure. Donc, si on regarde ça d'un plan un petit peu plus élevé, on dira que l'honnêteté est considérée comme une norme morale, et que quand on commence à passer au travers de ces limites, on a soi-même un problème moral et un problème de culpabilité. Que ce soit parce que l'infidélité soit tolérée et qu'on le fasse ouvertement au lieu de le faire cacher, ou que ce soit parce qu'on enfreint certaines règles qui sont considérées comme amorales. De toute façon, à partir du moment où on commence à devenir malhonnête, à se comporter de façon malhonnête dans le couple, on commence à avoir des problèmes moraux et des problèmes de culpabilité, et donc des problèmes de confiance en soi. Ce qui nous mène au point numéro 5, qui fait que non seulement on culpabilise, mais l'estime de soi devient donc également très affectée, parce que nous-mêmes, en tant que personnes, nous nous considérons comme des personnes correctes, gentilles, morales, etc. Même si on peut avoir des règles un petit peu différentes de certains autres, etc., parce qu'on n'a pas tous les mêmes règles, bien entendu. Mais on se considère comme des personnes honnêtes, morales et justes. Et c'est presque obligatoire, parce qu'à partir du moment où on commence à se considérer comme des personnes amorales, et qui valent rien, et qui sont totalement débiles, et qui n'en ont rien à foutre, on entre en dépression, etc., etc. Donc,
en règle générale, on estime de soi de cette façon-là, on essaye de se considérer comme une personne correcte. Maintenant, nous savons, si on fait ce genre de choses, si on ment à son partenaire, on sait quelque part que là, on fait quelque chose qui est immoral. Mais nous savons que nous sommes moraux. Donc, il nous faut trouver une explication à ça, il nous faut trouver des excuses, il nous faut trouver, des excuses. Pourquoi est-ce que je me considère comme... Pourquoi est-ce que je fais, moi, qui suis une personne correcte, pourquoi est-ce que je fais quelque chose qui n'est pas correct? Il doit y avoir une explication à ça, et cette explication, ce n'est bien entendu pas moi, ça doit venir d'ailleurs. Et donc, cela veut dire que l'on commence à se trouver des excuses, pour la bonne raison qu'on ne peut pas supporter de se voir comme une personne amorale, immorale, qui ne respecte pas son partenaire, qui ment, etc., etc. On est obligé de se trouver une excuse ou une explication. Donc, ça nous mène de façon tout à fait logique au point numéro 6. La façon dont on gère cette culpabilité mène à d'autres problèmes. La seule façon dont nous pouvons ou dont nous devons gérer cette culpabilité, c'est d'être franc et d'arrêter de mentir. Maintenant, le problème, c'est que, comme je l'ai dit au point 2 ou 3, je ne me souviens plus, c'est que non seulement on a fait un premier mensonge, mais on en a fait d'autres pour protéger ce premier mensonge. Et on en a fait d'autres pour protéger le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Donc, cette culpabilité devient de plus en plus grande et on est obligé de trouver des excuses pour pouvoir expliquer tout ça, à moins de se dire qu'on est une personne totalement immonde et un monstre, etc. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Donc, on va rejeter la faute sur d'autres. C'est tout à fait logique. Ça, en psychologie cognitive, c'est ce qu'on appelle le manque d'acceptation de soi. Le problème, dans beaucoup des problèmes psychologiques qui se trouvent aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas accepter que nous, en tant qu'humains, des fois, on commet des erreurs et qu'au lieu de les réparer, on va essayer de ne pas les voir parce qu'on ne veut pas accepter certaines de nos erreurs. Là, le mensonge, c'est une erreur. C'est une erreur grave, même très grave dans certains cas. Et si, au lieu de, dès le départ, de se dire « Ouh là là, j'ai fait une erreur, bon, je suis humain, je ne suis pas parfait, j'ai fait une erreur, il va falloir la réparer », plutôt que de faire ça, plutôt que d'accepter, plutôt que de s'accepter avec ses erreurs, on va dire « Non, je ne peux pas faire d'erreur parce que je dois être parfait ou parce que je dois ne pas faire d'erreur, donc je vais la couvrir avec un mensonge. » Et l'un mensonge prend l'autre, et ce qui fait que cette façon de gérer la culpabilité mène à plus de culpabilité, et cela fait qu'on va démarrer des discussions, on va démarrer des agressions, on va devenir agressif, on va devenir stressé, on va démarrer des disputes avec son partenaire parce que quand elle ou il commence à s'approcher un peu trop, c'est trop près de nous, alors il va falloir prendre des distances, il va falloir se mettre en colère, il va falloir lui dire non, ne te mêle pas de ça, tu me suspectes toujours de tout, même si il ou si elle a raison, parce qu'on ne peut pas le supporter. Donc la façon dont on gère cette culpabilité va mener à d'autres problèmes qui peuvent devenir très importants et qui peuvent, en fin de compte, tuer votre couple. Comme point numéro 7, il y a des études qui ont été faites en 2015 ou 2016, je crois, aux États-Unis, qui indiquent que les mensonges mènent à des problèmes de santé, en fin de compte. Aux États-Unis, ils ont fait cette étude avec, je crois, c'était 500 ou 600 personnes, un âge de moyenne de 34 ou 35 ans. Et donc, ils avaient calculé que l'Américain moyen ment généralement 11 fois par semaine. Donc, ils ont divisé le groupe en deux, et l'un des groupes, ils leur ont demandé tout simplement de mentir moins, autant qu'ils le pouvaient, pendant, je crois que c'était 6 semaines.
Et à l'autre groupe, ils n'ont eu aucune instruction spéciale, donc ils pouvaient faire comme ils le voulaient. C'était ce qu'on appelle le groupe de contrôle, pour pouvoir voir un peu la différence. Et il s'est avéré que le groupe à qui on avait demandé de mentir moins se sentait en meilleure santé après ces 6 semaines. Et ils ont été contrôlés, je crois que c'était tous les 15 jours, et ils ont pu voir que tous les 15 jours, en fin de compte, ça allait de mieux en mieux avec les personnes qui mentaient moins, et que celles qui faisaient comme d'habitude, c'était la même chose. Il y avait moins de maux de tête chez ceux qui mentaient moins, il y avait moins de stress, il y avait moins de maux de dos, de problèmes d'articulation. Enfin, bref, on est moins stressé. Et beaucoup d'entre eux disaient également que le fait de s'être décidé à mentir moins les soulageait de beaucoup de choses. Même pour les petits trucs, même pour les petites choses, de ne pas avoir besoin de dire par politesse certaines choses, faisait en fin de compte que même si c'était difficile au départ, c'était beaucoup plus agréable à la longue et ils se sentaient beaucoup mieux avec eux-mêmes. Donc, point de vue physique, point de vue physiologique, c'est de toute évidence, il y a beaucoup moins de stress et beaucoup moins de problèmes lorsque l'on est honnête. Maintenant, je ne sais pas si vous avez vu certains films américains qui parlent de détecteur de mensonges. Ce détecteur de mensonges, il mesure votre sueur, tremblement, température et plein d'autres choses. Et physiologiquement, même les espions les mieux entraînés tombent généralement pour le détecteur de mensonges. Là où le détecteur de mensonges n'est pas toujours correct, c'est parce que certaines personnes qui sont facilement stressées peuvent paraître mentir alors qu'elles ne le font pas, mais aucune personne qui ne ment, en fin de compte, ne passe au travers. Même si on est un bon menteur, à part bien entendu certains sociopathes, mais ils font de très mauvais espions, donc on ne les utilise pas, il y a des symptômes, il y a des symptômes d'angoisse, il y a une augmentation de votre pouls, enfin bref, physiologiquement, quand on ment, il y a un aspect physiologique à ça, il y a un aspect physique, donc mieux vaut, même sur le point physique, éviter de mentir un peu trop, parce que ça peut avoir des retombées auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé. Enfin, il y a aussi des retombées pour la victime, la personne à qui on ment. Parce que, maintenant, il ne faut pas prendre les gens que pour des cons. À partir d'un certain moment, il y a quand même des trucs qui font clic dans le cerveau de l'autre. Et ne serait-ce que le fait qu'on mente à une personne avec qui on vit, elle va bien se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle ne connaîtra pas la raison, elle prendra la faute, elle pensera que c'est de sa faute à elle, ça on y reviendra. Elle va stresser, elle risque de se mettre en colère contre vous parce qu'elle ne comprend plus comment vous agissez. Il va y avoir de la suspicion, ce qui va mener encore plus de stress. Elle va se sentir abandonnée. Elle risque de devoir finir en thérapie à un moment donné parce qu'elle ne s'y retrouve tout simplement plus. Et personnellement, je sais que si j'ai des personnes comme ça en thérapie après un certain temps, très rapidement, on peut pointer le sujet du doigt en disant « Bon, écoutez, madame ou monsieur, le problème, c'est pas vous, mais là, apparemment, votre partenaire vous cache quelque chose. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. » Donc, de toute façon, tôt ou tard, ce mensonge va être dévoilé. Et si ce mensonge a été protégé par d'autres mensonges et par d'autres mensonges, ça commence à devenir très compliqué de devoir expliquer ou de devoir s'expliquer et de pouvoir trouver une solution. Alors, avant de passer au phénomène de la victime, j'aimerais parler déjà du mensonge par omission. Alors, le mensonge par omission, c'est lorsque l'on garde un secret que peut-être on n'a pas besoin de garder.
Alors le mensonge par omission, ça dépend un petit peu de quel mensonge on parle. Et ça, d'ailleurs, ça rejoint un petit peu le principe de ce fameux jardin secret, qui est-ce que l'on doit tout dire à son partenaire ou est-ce que l'on peut garder un jardin secret? Est-ce que l'on peut avoir ce mensonge par omission de ne pas dire certaines choses? En fin de compte, tout dépend de quoi on parle. J'ai travaillé beaucoup avec des personnes qui avaient été vraiment au fond du fond dans beaucoup de situations, des personnes qui sont sorties de prison, des personnes qui avaient été toxicomanes, des prostituées, enfin bref, vraiment des personnes qui avaient vraiment été dans l'égout de la psychologie, si on veut dire ça comme ça. Ces personnes-là, une fois qu'elles s'en sont sorties, parce que ça arrive, beaucoup plus qu'on peut le penser, en tout cas c'est mon expérience, lorsque ces personnes s'en sortent et qu'elles rencontrent quelqu'un dont elles tombent amoureux ou amoureuses, il se peut qu'elles n'aient pas trop envie de leur expliquer qu'elles ont fait de la prison, qu'elles ont été prostituées, qu'elles ont joué dans des films porno, qu'elles ont été toxicomanes. Il se peut qu'elles préfèrent garder ce genre de choses pour elles, les mettre de côté, les mettre très très loin derrière et se dire maintenant, ma nouvelle vie commence. Et là, dans ce cas-là, c'est le jardin secret ou le mensonge par omission qu'on peut respecter. Parce qu'elles ont peur de faire du mal à leur partenaire, elles ont peur de perdre leur partenaire, elles ont peur de perdre leur nouvelle vie et dans ce cas-là, ça serait vraiment une catastrophe. Donc, même si c'est un mensonge, c'est pour un essai d'amélioration. C'est pour un essai de vivre une vie normale ou de vivre une vie heureuse ou de vivre le bonheur. Dans ce cas-là, le jardin secret, le mensonge par omission, oui, pourquoi pas? Parce que, en fin de compte, le fait de savoir de votre partenaire ces choses-là, ça ne fera pas avancer votre vie de couple, ça ne vous rendra pas plus heureux, ça ne fera rien avancer, enfin bref, ça n'apporte rien. Maintenant, si ce mensonge par omission ou si ce jardin secret est plutôt du genre à se dire que j'ai du mal à rester fidèle, je préfère, en fin de compte, avoir des aventures à droite et à gauche avec différentes personnes, ou j'ai une maladie dont je ne veux pas parler, ou j'ai une tendance à faire certaines choses dont je préfère ne pas parler, que ce soit voler, ou que ce soit arnaquer, ou que ce soit ceci, cela. Ça, oui. Là, ça commence à être un problème parce que ça a une influence sur la vie de couple que vous vivez en ce moment et une influence négative. Donc, mensonge par omission, jardin secret, ce sont deux termes qui peuvent avoir une importance différente dépendant de ce qui se cache derrière. Ce qu'il faut voir, ce n'est pas l'acte en lui-même, mais ce qu'il y a derrière cet acte. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a fait pour avoir une nouvelle vie, pour pouvoir être heureux à deux, ou est-ce que c'est quelque chose que l'on a fait pour un but égoïste, un but en disant bon ben je vais mettre mon partenaire ici de côté parce que bon ben c'est bien qu'on soit deux à payer le loyer et puis elle fait bien à bouffer ou alors c'est super pour réparer les trucs, mais à part ça je veux vivre ma vie et lui il s'en mêle pas ou elle ne s'en mêle pas. Dans ce cas-là, cela peut mener à certains gros problèmes dans la vie de couple. Enfin, dernière chose, et pour la victime. Et pour la victime, la personne à qui on ment. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Eh bien, pour cette personne, il y a, lorsque elle trouve la vérité, si elle la trouve elle-même, il va y avoir un gros choc. Parce que c'est un petit peu une grande partie de son monde qui s'écroule. C'est toute une partie de la confiance qu'elle avait en cette personne qui s'écroule. Et ça peut poser de très gros problèmes. Surtout comme je l'ai déjà dit maintenant plusieurs fois, non seulement elle va se rendre compte du mensonge initial, parlons d'une maîtresse ou d'un amant,
Mais en plus, elle va se rendre compte de tous les mensonges qui ont suivi. Et puis tout d'un coup, elle va se dire, oh dis donc, et tu penses, moi j'étais en train de lui repasser ses chemises, et lui, il allait la voir. Moi j'étais en train de faire ceci et cela, de lui préparer des bons petits plats, alors qu'en fin de compte, lui, il est en train de faire ceci, cela, ou l'inverse, peu importe. Mais là, la personne se sent vraiment flouée, mise à bas, et il lui faut énormément d'explications qui peuvent être très difficiles à donner et à lui remonter le moral. J'avais eu à un moment donné un mail d'une femme, c'était une Danoise, c'était à l'époque où j'avais toujours mon site en danois, maintenant il n'existe plus. Et elle m'avait raconté, c'était à propos d'un de mes articles sur l'infidélité, et elle m'avait dit que son mari était mort, et lorsqu'elle avait donc nettoyé différents trucs et sur son ordinateur, etc., en fin de compte, elle avait trouvé des tonnes de mails de son amante. Il s'était avéré qu'en fin de compte, il était infidèle. Jusqu'à sa mort, il avait une nana, une maîtresse qu'il avait eue pendant une quinzaine d'années et qu'il avait toujours donc au moment où il est mort. Et donc, elle avait pu lire tous ses mails où il se moquait un peu d'elle, etc., etc. Et elle ne pouvait plus lui demander d'explications. Elle ne pouvait plus lui demander, mais enfin, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui n'allait pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi? Et quand tu m'as dit ça, enfin bref, cette pauvre femme était totalement bloquée dans un cocon de questions, de culpabilité, etc. Parce que pour la victime de ces mensonges, il y a un point très important et c'est la culpabilité. Je sais que ça peut pas être bizarre parce qu'en fin de compte, elle n'a rien fait, mais justement parce qu'elle n'a rien fait, elle se dit, ouais, mais si il ou elle a été voir ailleurs, par exemple, ou si il ou elle s'est senti obligé de me mentir, ça doit être parce que j'ai fait quelque chose de mal. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Où est-ce que j'ai fait une erreur? Où est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un? Bref, pour la victime, la culpabilité est sûrement l'une des choses les plus importantes qui puissent lui arriver. Et donc, après, il va y avoir le manque de confiance en soi qui va y arriver, parce que maintenant, je suis même pas foutu de garder un bon homme ou de garder une bonne femme. Elle me fait pas confiance. Je vaux rien. J'ai encore tout planté. C'est encore de ma faute, comme cette fois. Enfin bref. Donc, non seulement avec les mensonges, on bousille la confiance, on bousille l'honnêteté, mais en plus, on introduit certains gros problèmes dans la vie de couple. Donc, si vous êtes dans une situation où vous vous êtes senti obligé de mentir, et même si la situation est devenue importante, moi, ce que je vous proposerais, c'est de parler avec une personne neutre, que ce soit un thérapeute ou que ce soit un ami, pour voir comment gérer la situation et comment expliquer ça à votre partenaire. Est-ce que ce partenaire va pouvoir le supporter? Sinon, comment est-ce que vous devez lui amener? Comment est-ce que vous devez arranger les choses? Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Lorsque l'on a fait ce genre d'erreur et lorsque l'on a menti, cela va faire une brèche dans votre couple. Cela va casser quelque chose qui, peut-être, ne pourra jamais être réparé. Après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous préférez avoir une brèche dans votre vase qui, bien entendu, ne sera jamais réparée, mais qui va pouvoir continuer à servir? Les brèches, très souvent au Japon, par exemple, lorsque un vase a été cassé, on va coller les morceaux avec de l'or, de façon à bien voir les brèches, plutôt que de les cacher. Ça peut aussi vous renforcer. Mais si vous rajoutez des mensonges, et si vous rajoutez et des brèches et des cassures, vous n'aurez plus que des miettes de ce vase. Et là, dans ce cas-là, c'est vrai, ça risque d'être impossible à rattraper. Donc, personnellement, je vous dirais, si vous êtes dans ce genre de situation, arrangez-vous et parlez avec quelqu'un de neutre pour essayer de vous remettre les idées en place.
corrigez éventuellement ce qu'il y a à corriger. Voyez avec cette personne ce qu'il va falloir dire et ce qu'il ne va peut-être pas falloir dire. Je veux dire, si vous avez terminé une relation, il n'y a aucune raison peut-être d'en parler. Si vous avez... Enfin bref, après tout dépend de la situation. Et après, prenez la responsabilité de vos actes, comprenez et acceptez-vous, en vous disant, bon, moi j'ai fait telle et telle erreur et maintenant il va falloir la réparer, et puis réparer votre couple avant que tout s'écroule. Ce serait vraiment dommage, dans la plupart des cas, de foutre tout son couple en l'air à cause d'une erreur. Voilà, c'était le sujet pour aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous avez envie de traiter d'un autre sujet ou si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à m'écrire à cyril@malka.fr. Et s'il vous plaît, ne m'appelez pas Monsieur Malka, appelez-moi juste Cyril, c'est parfait, ça me convient très bien. J'aime bien le vouvoiement, mais je préfère me contenter du prénom, donc n'hésitez pas. Et puis... si, quoi qu'il en soit, on se revoit, ou on se réécoute, ou on se reparle d'ici une petite quinzaine de jours pour un autre sujet. Au revoir.